La manipulation des plans, donc enregistrement pour le mois de mai de l'année 2022. Je précise le mois par rapport au titre de l'enregistrement parce qu'il y a des sujets qu'au fil du temps je vais revisiter, mais dans un état de conscience différent. Et il y a des sujets, que ce soit l'ego, l'âme, j'ai fait plusieurs capsules où ce que j'en parle, et donc en précisant le mois, bon, ben c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le passé, ben ça précise que c'est pas la même capsule et que je vais apporter des éléments différents en fonction de l'état d'être dans lequel je me trouve. Au moment où je vous parle, dans un état d'être très électrique, très sous tension. Et il y a plusieurs éléments qui m'ont mis en vibration. J'ai écouté récemment, s'il y en a qui ça intéresse parmi vous, Elisabeth de Caligny, qui est une conteuse. Donc, elle a fait une vidéo, en fait, en deux parties sur Chico Xavier. Donc, si vous allez sur YouTube, ça s'intitule « L'histoire extraordinaire d'un médium brésilien ». Donc, elle fait un commentaire sur la vie de différents personnages qui a marqué le domaine de la conscience. C'est sûr, c'est plus à caractère spirituel. Là. On parle de Padre Pio, Edgar Cayce. Et donc, dans les figures marquantes qu'elle a identifiées, il y a Chico Xavier. Et elle fait très bien ça comme conteuse. C'est très dynamique, captivant à l'entendre. Elle a vraiment un très grand talent. Et ce qui m'a mis en vibration, entre autres, en écoutant son enregistrement, c'est le fait que les plans de la lumière, ou le plan astral aussi, si on le parle en langage supramental, a manipulé Chico Xavier sur différents plans. Donc, lui est en contact avec une entité qui s'appelle Emmanuel, et lui, il se fait dire qu'il va écrire 30 livres, donc où ce qu'il reçoit des enseignements. Et il se met au travail, il canalise les enseignements et apparemment il recevait rapidement des idées qu'il écrivait. Donc une espèce d'écriture automatique en mode canalisation. Puis de ce que je comprenais, c'est que par la suite il se rappelait plus de qu'est-ce qu'il avait écrit. Bon, il recevait ça. Donc à un moment donné, les 30 livres sont écrits, fait qu'il demande à son guide spirituel, et Emmanuel, il dit, ben là, j'ai fait mes 30 livres, fait que là, c'est fini. Puis l'autre, il répond, non, tu vas en écrire encore 30 autres. Et il se met encore au travail. Puis là, après ça, quand il a écrit 30 autres, il est rendu à 60 livres, il repose la question. Puis finalement, son guide, il dit, tu vas en écrire 100 livres. Fait que finalement, il se remet au travail. Il écrit les 100 livres, puis il se fait répondre « Non, il y a encore d'autres livres. » Puis ça n'arrêtait plus. Puis finalement, de ce qu'il expliquait, c'est qu'il a écrit de son vivant 400 livres en lien avec de la conscience spirituelle. Et ça me met en vibration parce que le gars, il a été manipulé. C'est un petit peu avec la technique des petits pas. On va dire « Ah, on va te demander de te soumettre à certaines restrictions, mais c'est juste 2 semaines, là. » Puis finalement, 2 semaines devient 2 mois, 2 ans avec des mesures de contrôle social. Puis, tu sais, on dit qu'une condition est temporaire, puis finalement, elle se prolonge sur le temps. Puis, c'est un petit peu ça que je vois derrière ça. Et moi, ce qui me met en colère, c'est que, de ce qu'elle a reporté, Elisabeth de Caligny, c'est que Chico Xavier a jamais vécu une forme d'opposition par rapport à l'entité Emmanuel. Tu sais, il aurait pu contester l'entité. Il dit, ça va faire, là, tu m'as fait écrire 30 livres, bon, j'ai fait 60 livres, je suis prêt à faire des compromis. Là, tu me demandes 100 livres, puis après ça arrête pas. Non. La personne a dit, je passerai pas le reste de ma vie à écrire des livres sur la conscience. Faut que la personne soit capable de mettre ses limites si elle se sent exploitée là-dedans. Mais lui, je sentais qu'il avait une conscience très spirituelle, il voulait bien faire, et ça me mettait un peu en colère pour voir comment que la personne peut subir une forme d'exploitation occulte. Bon, écrire des livres, si ça donne un contenu éducatif, puis que la personne qui écrit les livres, ça participe à rehausser son taux vibratoire, bon, je peux comprendre que ça peut avoir une certaine fonction.
Par contre, le point, c'est que dans son cas, son guide Emmanuel a jamais accepté qui accepte directement de l'argent, des dons par rapport au public. Et finalement, ben il y a des livres qui se sont vendus à des milliers d'exemplaires, puis tout ça, l'argent était versé à une fondation pour diffuser une forme d'instruction là, spirit là, au Brésil. Et l'argent était pris puis était remis là-dedans. Mais pendant ce temps-là, lui, il avait des problèmes de ce qu'elle décrivait, là, Elisabeth de Caigny, là, de difficultés arrivées là, financièrement dans sa vie, difficultés par rapport à l'habillement, etc. Fait que le gars, il avait un grand talent pour canaliser des choses. Il canalisait du contenu pour des livres. Ensuite, il canalisait des poètes. Il écrivait des livres de poésie en lien avec ça. Il canalisait aussi l'entité d'un médecin. Donc, il y a plein de ressources, etc. Sauf que dans le fond, de ce que je comprends, c'est que tout pendant sa vie, il a vécu dans une espèce de grande pauvreté. Puis, concrètement, ça n'a pas amélioré son sort. Fait que moi, de ce que je vois, puis c'est intéressant de regarder son témoignage, pas parce que je crois à sa doctrine, c'est le rapport qu'il a eu avec son entité, là, qui vivait une communication psychique, Emmanuel, entre autres, mais il était en contact aussi avec d'autres entités. Mais de ce que je comprenais, c'était un petit peu comme son entité maîtresse, si on peut dire, et qui était très intransigeante envers lui, qui lui donnait pas de confort matériel, qui le faisait travailler constamment. Fait que là, quand je regarde sa vie, ben je dis, Chris, c'est quasiment une forme d'esclavagisme psychique, dans le sens que c'est quoi le plaisir de vie de continuer, de canaliser continuellement du matériel pour des livres, puis finalement, ben la personne... ou sinon, elle donnait des consultations, puis il était question que lui, il faisait des conférences, puis après la conférence, s'il y avait des gens qui avaient des questions, il était très disponible. Ça avait plusieurs heures consécutives après la conférence, là, jusqu'aux petites heures de la nuit, où il rencontrait apparemment les gens un par un. Bon, si la personne aime rencontrer les gens un par un parce que ça lui fait plaisir, c'est quelque chose, mais si la personne fait ça parce qu'elle a de la difficulté à dire non, puis à s'affirmer en disant, ben là, je peux prendre 2 questions, 5 minutes avec quelqu'un, mais pas passer plusieurs heures après la conférence pour être tout le temps en mode canalisation pour des gens. Non, il y a quelque chose que je trouvais par rapport à la description de sa vie, où ce que les plans de la lumière ont abusé, ont ambitionné sur lui. Puis j'ai jamais senti parce que dans le fond, par rapport à Chico Xavier, il y a 2 capsules audio, je mettrai les liens en bas de l'enregistrement, de sa part de révolte mentale par rapport à la situation, en disant ça va faire, puis couper le contact avec son Emmanuel, là, tu sais. Fait que non, ça m'a mis comme en colère de regarder sa vie parce que je trouve que c'est trop fait exploiter par les plans de la lumière ou spirituels, ou son contact spiritualisé puis interprété subjectivement avec les plans de la lumière en lien avec un prisme plus à caractère religieux. Non, ça m'a créé un malaise. Mais sinon, la manipulation des plans, ça, c'est une dimension minime, dans le sens que j'écoute l'enregistrement, puis bon, Elisabeth Caigny, c'est une bonne conteuse, fait que là, c'est comme captivant à écouter, j'écoute ça un peu pour me détendre, ou quand je lave la vaisselle. Mais la manipulation des plans, je la vois dans ma vie constamment. Dans le sens que quand que je finis de régler quelque chose sur un plan, là, je suis comme content parce que je peux avoir une pause pendant une certaine période de temps, puis après ça revient à charge la communication interne que j'ai, puis je vis des périodes de grande tension, des périodes où je deviens très électrique, puis je vois plus clair par rapport à certaines choses. Je vous dirais que dans les derniers jours, j'ai vécu des confrontations intenses, qui fait que je suis en vibration pour parler. Puis c'est sûr qu'en tant qu'égo, là, je pourrais faire facilement un enregistrement par jour ces temps-ci, mais ça me tente pas de faire ça. Chris, à un moment donné, il faut que je me repose. Mais dans le fond, le point, c'est que le temps de la parole vibratoire, c'est pas l'ego qui le décide. Puis à un moment donné, en tant qu'égo, on peut vouloir parler vibratoirement, ça se place pas. Puis à un moment donné, ça ne tente pas de parler vibratoirement, puis tabarnak, on vit des hosties d'opposition, des grandes oppositions qui nous mènent en vibration pour avoir la capacité de parler. Puis de voir clair par rapport à certaines situations. Au moment où je vous parle, en ce mois de mai 2022,
Je suis dans une période très tendue, puis je vois clair par rapport à certaines choses. C'est sûr qu'au fil des mois, dans le fond, j'utilisais des rituels de bénédiction ou d'autosuggestion, d'hypnose, qui donnent un certain résultat à un certain niveau, mais c'est un travail avec la forme pour installer certains états d'être. Mais c'est sûr que pour aller plus loin, c'est une conversation ouverte avec l'esprit, mais pour la vivre, il faut monter en vibration et capacité d'opposition. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une prière, on fait un rituel utilisant le langage de pouvoir, ou on fait une activité de bénédiction, de visualisation créatrice, c'est à sens unique. En termes de, on fait quelque chose qu'on parle en utilisant de la forme pour se faire plaisir, etc. On n'est pas supporté vibratoirement par l'esprit ou en contact avec lui. La portée sera pas aussi grande que si on parle avec l'esprit. Et c'est sûr que ce qui peut nous faire chier, c'est une conversation ouverte avec l'esprit et transparente où on apprend que les oppositions qu'on vit sont nécessaires pour nous ajuster en tant qu'égaux parce qu'on manque d'ajustement du point de vue de l'esprit. Et là, quand on s'ouvre au point de vue de l'esprit, ben là, il peut nous dire plein de choses. Mais en tant qu'égaux, ce qui est très difficile pour moi à intégrer, puis j'imagine que c'est la même chose pour certains d'entre vous, c'est de réaliser à travers notre sensibilité qu'on est continuellement manipulé à différents points. Donc, et on cherche à nous amener en certaines directions plutôt que d'autres aussi. Il y a une orientation énergétique et vibratoire. Puis, quand on parle avec l'esprit, on peut le voir. Puis des fois, ça fait mal à l'ego de regarder ça. C'est sûr que j'utilise en passant mes enregistrements dans une optique d'autothérapie, de conscientisation de certaines choses de ma vie. Et puis, dans le fond, c'est une façon pour moi, en parlant certaines choses à voix haute, d'intégrer certains éléments de mon vécu qui m'amènent des fois à me sentir déprimé. Tu sais, j'ai vécu des périodes de tension importantes dans ma vie, puis je suis rendu à 41 ans, puis je vois qu'avec le temps, c'est que c'est sans fin. On cherche à différents niveaux à m'ajuster vibratoirement par rapport à plusieurs éléments. Bon, OK, je peux comprendre l'intelligence de tout ça. Sauf que, dans le fond, c'est que ça m'amène à connaître des états où, comment dire, si je m'ouvre pas à l'ajustement, je vais, au niveau des résistances que je peux manifester, ça va m'amener à connaître des états de déprime, voire des états dépressifs. Ouais. Tout ça, c'est délicat. Moi, la façon que je vois l'esprit, c'est que si il veut amener quelqu'un plus loin, il va le contester, le confronter, puis ça crée des chocs. Si la personne n'a pas de la difficulté à se rééquilibrer par rapport aux chocs, puis elle veut pas les accepter, puis est en déni, c'est sûr que ça peut l'amener dans un état de dépression. Même chose pour une collectivité ou une humanité, ça peut l'amener dans une forme de déchéance si elle veut pas intégrer les ajustements. Tout ça, c'est très délicat. Mais présentement, je vous dirais que je suis dans une période de ma vie que je suis extrêmement tendu, mais que je vois beaucoup plus clair par rapport à mes ajustements du passé. Puis au fil du temps, il y a différentes thématiques qui reviennent. Ça peut être la même chose pour vous. Il y avait la question du détachement de la forme. Dans le coin du mois de décembre, j'étais dans une période un peu plus déprimée, puis... détachement de la forme, j'ai pris des livres, que ce soit Marc de la Salle et d'autres, je les ai foutus dans les poubelles. Puis au moment où on se parle, c'est au mois de mai, donc des gens auxquels je donnais de l'importance, que je me référais. Et puis, non seulement j'ai pas été rechercher les livres dans les poubelles, mais je les ai pas réimprimés, parce qu'à partir du web, que ce soit Bernard de Montréal, Marc de la Salle, tout est en ligne en PDF, donc c'est facile de les réimprimer, mais non. Je devais sortir du rôle de disciple, puis là, ça fait plusieurs mois. Fait que là, je peux vous parler avec l'autorité du vécu. Hein? Parce que tu sais, quelqu'un peut dire « Ah, je vais départir des livres », mais finalement, tu apprends qu'un mois après, même chose pour la cigarette, la personne se remet à fumer. Fait que là, elle n'a pas perduré dans une décision, dans un mouvement. Tandis que moi, le mouvement de détachement des livres, j'ai perduré par rapport à ça.
Par contre, c'est sûr que je me suis remis à écouter du Bernard de Montréal. J'avais quelque chose à équilibrer avec le détachement. Mais en même temps, faut pas être non plus rigide dans rien, là, dans le sens qu'on peut avoir la vibration de se faire ajuster par rapport à la parole. Et c'est sûr que tout sert. Donc, dans un sens, à un moment donné, ça peut être bien de se détacher d'un certain matériel. À un moment donné, ça peut être vibratoirement ajusté de reprendre contact avec un certain matériel, puis à un moment donné, de s'en distancier, ainsi de suite. Tout fluctue dans le temps. Puis quelque chose qui est approprié à un moment de sa vie ne l'est pas à un autre moment donné. À un moment donné, ça peut être utile d'utiliser un logiciel informatique, mais quelques années après, le logiciel est plus utilisé, ça sert à rien de continuer à l'utiliser si une version plus à jour existe, et ainsi de suite. Les formes sont mutables. Il faut être détaché de la forme. Mais par rapport à l'existence, ce que je réalise, puis j'observe les gens de l'environnement, c'est que l'esprit cherche tout le temps à nous confronter pour des raisons d'évolution à certaines parties de nous-mêmes en termes de zones de vulnérabilité. Bon, par exemple, quelqu'un qui est jeune, puis il n'y a pas beaucoup d'argent, à ce moment-là, on va le confronter sur l'insécurité financière, mais comme il est jeune, ça se peut qu'il ait davantage la santé. Puis là, la personne, par exemple, qui économise de l'argent en vue de sa retraite, puis elle avance en âge, avoir un peu plus d'argent. Fait que là, si elle perd un peu d'argent, ça va moins l'insécuriser. Par contre, si en vieillissant, sa santé se dégrade, ben là, elle peut être manipulée par les plans par rapport à ses problèmes de santé. Donc, autrement dit, elle ne sera pas insécure sur le plan financier comme lorsqu'elle était jeune, mais elle va être insécure avec la santé. Puis si elle vit plus d'insécurité par rapport à la santé ni le plan financier, bon, on va essayer de la manipuler autrement. Ça peut être une rupture amoureuse. Ça peut être au niveau du couple. Puis ensuite, si c'est pas le couple qui lui crée de l'insécurité, ben là, ça va être des problèmes familiaux. Puis là, si c'est pas les problèmes familiaux, ça va être des problèmes au niveau social. Ça va être ci, ça va être ça. Et on cherche continuellement à nous tester, voir c'est quoi nos zones d'insécurité, nous faire monter en vibration. Tu sais, la conversation que je peux avoir avec l'esprit par rapport à ma vie sur certains plans, ça peut être choquant en tant qu'égo, là. Tu sais, c'est comme de te faire dire que, dans le fond, ta réalité physique puis ton confort, c'est pas la priorité des plans de la lumière. Tu sais, quelqu'un qui est spirituel puis va dire, ah ben, les êtres de lumière sont des anges qui sont là pour pouvoir nos besoins. Ben, eux autres vont dire, ben non, notre but, c'est que tu évolues. Donc, que tu sois confortable, on veut pas ça parce que ça va t'amener dans un état de stagnation énergétique. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que tu bouges. Puis, moindrement que tu commences à stagner, on va te manipuler pour que tu bouges. Dans un sens évolutif. Puis, c'est continuel, puis c'est sans fin. Quand je regardais la vie de Chico Xavier, ce qui m'a mis en vibration de colère, ça a été de voir que ce gars-là, il a été amené, tu l'amènes à écrire un livre, puis un autre, puis un autre. Puis finalement, il pose la question, il en reste encore beaucoup? Ah, ben oui, c'est juste 30, c'est juste 60, c'est juste 100, puis finalement, c'est juste 400, puis finalement, il en a écrit jusqu'à temps qu'il meurt, tu sais. Donc, c'est sans fin. On peut chercher à nous amener dans une direction pendant toute notre existence. Puis quand je regarde le témoignage de gens qui ont œuvré dans le domaine de la conscience, c'est que souvent, ces gens-là sont manipulés pour véhiculer de la conscience ou diffuser du matériel jusqu'au moment de leur mort. Si on pense entre autres à Bernard de Montréal ou à Marc de Lassalle, dans les deux cas, quelques jours avant que ces deux individus qui ont œuvré dans la diffusion de la conscience supramentale au Québec meurent, ben ces gens-là, ils faisaient encore des activités de diffusion, là. Donc, quelques jours avant que Marc de Lassalle, j'avais fait ma dernière entrevue avec lui, puis c'était question de la fin des formes. Puis sa vie a pris fin quelques jours après. Puis le titre de la conférence, en tout cas, était particulier, là, compte tenu des circonstances qui ont eu cours après. Et, tu sais, quand j'écoutais la dernière conférence qu'a faite Bernard de Montréal, que vous pouvez trouver sur YouTube,
la numéro 150 de la collection Psychologie évolutionnaire, bon, ben, il y avait la difficulté à respirer de manière très prononcée. Ça a déjà commencé là, dans les dernières conférences, mais là, on voyait que par rapport à son souffle, il y avait difficulté à aller chercher son air, son oxygène. Donc, au niveau de la parole, c'était plus ardu pour lui de parler. Et il recevait encore du matériel. Donc, c'est sûr que sur le plan de l'esprit, on cherche à faire utiliser l'ego au maximum pour qu'il véhicule une vibration à la surface de la Terre. Par contre, moi, ce que j'aime pas dans toute cette histoire-là d'évolution de conscience, c'est que l'esprit, dans le fond, il œuvre pas pour le bonheur de l'individu ou sa paix de l'esprit, en tout cas à court terme. Il œuvre pour que l'individu confronte ses peurs, ses craintes, ses insécurités, qu'il soit plus stable psychiquement, et ainsi de suite. Oui, dans un sens, il va œuvrer pour véhiculer de la paix de l'esprit, dans le sens amener la personne à être de plus en plus ajustée à lui. OK. Parce que l'esprit en tant que tel, il est en paix, il réfléchit pas. Et lorsque l'ego est sorti des jougs de l'astral, ben, il y a moins tendance à réfléchir. OK, il y a une dépolarisation du mental qui s'opère. Par contre, le point que je veux faire, c'est que l'esprit va exposer à l'ego toutes les formes d'insécurité. Si l'ego a moindrement peur de perdre, on va jouer ces cordes-là. Dans le sens qu'à un moment donné, quelqu'un, par exemple, peut trouver un logement dans un lieu tranquille, puis dire « Ah, enfin! Puis l'autre logement qu'il y avait des locataires, c'était un gros bloc, puis tu sais, dans le fond, il y avait des locataires bruyants. Puis, ben, je peux parler de ce que je vis, hein. Tu sais, à un moment donné, le locataire qui était en dessous de moi, il était, premièrement, il jouait de la batterie à 2 heures du matin. Donc, à un moment donné, il a fallu que je l'avertisse, hein, tu sais, je veux dormir, puis à un moment donné, j'ai été voir au sous-sol, où ce qui est la batterie. C'est une batterie qui était correcte, là, mais un drum, là, avec des baguettes et tout. Là, il jouait ça pendant la nuit. J'ai expliqué que, ben, à cette heure-là, j'essaie de dormir. Puis après ça, j'ai un autre locataire beaucoup plus tranquille. Fait que là, je suis content. Puis finalement, là, ce qui arrive, c'est que le propriétaire où ce que je suis, ben, il a fait faillite. Puis là, je sais pas quel propriétaire je vais avoir. Fait que là, ça me met dans une petite zone d'insécurité, mais on s'entend, c'est pas une zone d'insécurité aussi grande que la personne qui apprend qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale, là. Donc, moi, c'est sûr que de voir il y a des gens qui vont m'écouter, vont dire, ben, il y a rien là. Ben, c'est sûr que ça dépend. C'est parce que là, le nouveau propriétaire, tout dépendant qu'est-ce qu'il va faire, tu sais, il peut prendre mon logement et dire, ben, regarde, je vais le rénover, je vais le mettre plus beau, puis je vais doubler le coût du loyer à chaque mois. Il y a des gens qui utilisent ça comme stratégie, c'est-à-dire que ils vont acheter des blocs à logement, ensuite ils renouvellent, puis pour justifier une hausse plus grande que le coût de l'inflation, on va dire, ben regarde, j'ai tout renouvelé le logement, donc j'augmente le prix significativement. Puis il y en a un ce qu'il avait fait, si je pense à... J'ai un cousin qui est en logement à Montréal, et il lui a dit, ah ben, mon logement, je vais le rendre plus beau. Puis il a travaillé pour le rendre beau, le peinturer, etc. Le propriétaire, ben, qu'est-ce qui est arrivé après qu'il ait tout rendu beau le logement? Parce que lui, il faisait ça pour lui-même. Tu sais, il disait, tant qu'à vivre dans un endroit, ben, je vais faire un logement qui est beau. Tu sais, je vais l'améliorer, son apparence, son esthétique. Puis ça a tellement bien marché pour embellir son logement que le propriétaire, ce qu'il a fait, c'est quand est venu le moment de renouveler le loyer, ben, il a dit, t'es rendu dans un très beau logement, fait que je vais être obligé de te charger plus cher. Or, mon cousin, il avait tout fait ces rénovations-là à ses frais personnels. Donc, non seulement le propriétaire a pas payé pour l'embellissement du logement, puis le gars, il a tout fait ça bénévole, puis par la suite, il se fait dire, ben, au lieu de se faire remercier pour avoir rendu l'endroit plus beau, il a été pénalisé en se faisant dire, ben, regarde, ton logement est plus beau qu'avant. Puis lui, il est obligé d'admettre, ben oui. Puis, il se fait augmenter le coût du logement. Tu sais, au lieu d'être reconnaissant en disant, bon, je l'augmenterai pas significativement, tu sais, c'est toi qui as fait les réparations, peut-être, oui, indexer le prix du logement à l'inflation, mais quand même. Fait que là, ça fait voir la manipulation qu'il peut avoir. Ben, manipulation, c'est-à-dire que
il s'attendait pas à ça, mais dans la vie, il faut rien prendre pour acquis. Puis c'est pas parce qu'on est gentil avec quelqu'un que l'autre va être envers soi ou reconnaissant. Comme là, lui, il a eu zéro reconnaissance. C'est la même chose partout, tu sais. La vie, c'est ingrat. Des gens dans ton environnement, c'est ingrat. Puis moindrement que t'es spirituel, t'es déspiritualisé. Donc, des fois, j'essaye dans ma vie en fait, j'essaye pas, Chris. J'ai pas le choix. Je suis obligé de composer avec des situations d'opposition. Puis, quand on résout un problème, finalement, des fois, on peut avoir une pause, mais après ça, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Puis c'est comme sans fin. C'est bien beau être confronté à un paquet de petits problèmes pour monter en intelligence, puis en monter en créativité. Ça, je le comprends que cette fonction-là, mais c'est très souffrant à vivre. Moi, dans ma vie, à mesure que j'avance en âge, tu sais, ma relation avec ma compagne, ensuite le logement où je suis, différentes choses, ma santé, je peux rien prendre pour acquis. Puis avec le temps, ce principe-là, je l'intègre. Puis, tu sais, c'est ça, la vie. Puis quand que je parle avec les plans, avec l'esprit, tout ce qui est de la voyance en passant, j'ai été souvent manipulé. Fait que la voyance par rapport à l'avenir, je regarde tout le temps ça avec un grain de sel. Je prends pas ça au sérieux. Ensuite, tous les scénarios optimistes ou pessimistes pour l'humanité, je les prends pas au sérieux. Des fois, je regarde ça un petit peu pour me divertir subjectivement, mais je suis capable d'avoir la transparence d'esprit de reconnaître que c'est pas intelligent de consacrer trop de temps là-dessus. Ouais. Mais la manipulation des gens puis de leur espace spirituel, moi, j'ai eu à faire une étude dans ma vie très autocritique par rapport à moi-même. Dans le sens qu'en tant qu'égo, je veux avoir certaines choses. Je peux agir pour avoir certaines choses. Je peux faire de la bénédiction, de la visualisation créatrice. Mais si l'esprit juge que c'est pas pertinent que je les aille, je les aurai jamais. Puis là, présentement, dans une phase pas spirituelle. Donc, tu sais, il y a des gens qui peuvent me dire, ben ouais, mais t'as fait des enregistrements sur la bénédiction dans le passé. Ben oui, c'est vrai. J'avais plus une vibration spirituelle à ce moment-là. Là, je suis dans une vibration plus colérique, sous tension, électrique. Donc, là, je vous parle, puis je me trouve un petit peu électrique, un petit peu calme. Tu sais, c'est pas aussi, comment dire, verbalisé à la hauteur de certaines tensions énergétiques que j'ai vécues dans les dernières heures. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu à observer le rôle de l'esprit dans ma vie, puis ça peut être le cas de certains d'entre vous. Moi, en tant qu'égo, je veux avoir la paix. Je suis pas intéressé à évoluer, tabarnak. Je suis intéressé à avoir du confort. Je vais être très transparent avec vous. Moi, un monde idéal, c'est que j'ai un beau logement. Ensuite, j'ai une abondance financière. Je peux faire des voyages de luxe un peu partout dans le monde. Tout va bien avec ma compagne. Je suis en parfaite santé. C'est ce que je veux. Puis je peux faire 36 000 commandes à l'univers en ce sens-là. Mais le point, c'est que si l'esprit juge que j'ai pas à avoir ça, il va tout le temps créer des situations positionnelles qui va faire en sorte que j'aurai pas ça. Tu sais, c'est comme quand je regarde ma vie, c'est sûr qu'en tant qu'égo, j'ai tendance à être dans la stagnation énergétique. Puis là, il y a une partie de moi-même qui cherche à me sortir de ça, puis ça me crée des oppositions. Puis des oppositions, je vous dirais, ça devient particulier. J'ai l'impression des fois d'être un petit peu comme dans l'un des films de la télésérie Hunger Games. Donc, avec Katniss Everdeen, là, c'est une télésérie, c'est une suite de films de science-fiction où l'actrice, qui est une archère, est confrontée à des situations de manipulation. Puis à un moment donné, elle se retrouve dans un environnement virtuel, dans un dôme. Et là, il y a des individus qui tirent les ficelles, un petit peu comme les entités. Puis là, il appuie sur un bouton pour que soit créée une espèce de tempête, là, où il y a une espèce de, si on peut dire, de place centrale là, sur un rocher, puis qui est entouré d'eau. Puis ça, c'est dans l'un des films, dans une espèce de dôme artificiel, puis tout est filmé. Puis là, à un moment donné, il appuie sur un bouton, puis le rocher se met à tourner de plus en plus rapidement.
Puis à un moment donné, soit qu'il y a une tempête de vent, etc. Puis à un moment donné, il appuie le bouton, c'est fini. Dans ma vie, des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que ça peut être tranquille pendant plusieurs jours, aucune opposition, puis à un moment donné, une journée, je rencontre 3 personnes ou 4, puis c'est toutes des grosses oppositions très lourdes, là. Puis des contrariétés, puis après ça, l'autre, je peux passer plusieurs jours bien tranquille. Tu sais, c'est comme un... Je vois ça un peu comme une programmation, là. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites, là. Tu sais, tu peux pas... en tout cas, je trouve ça bizarre comment que ça arrive, là. Tu sais, tu rencontres trois personnes, mettons, qui vont être désagréables avec toi, qui vont t'engueuler. Puis après ça, bien tranquille, tout le monde te trouve bien fin, t'apprécie. Tu sais, c'est un petit peu comme, mettons, la personne... elle va trouver 3 possibilités d'emploi la même journée, puis après ça, elle peut passer 6 mois, puis elle n'est pas capable de se trouver du travail. Tu sais, c'est ça. Il y a comme des jeux de tension, puis quand tu regardes ça, tu te dis, OK, ça peut être des hasards, OK, ça peut être moi qui subjectivement interprète, ça peut être moi qui a de l'imagination. Mais c'est sûr qu'au niveau de la communication interne, souvent ce que je fais, c'est que je vérifie. Puis je parle avec l'esprit, puis des fois j'ai des surprises. Tu sais, l'esprit me regarde dans mes mouvements. Des fois, j'ai fait des enregistrements plus à caractère journalistique, où je cherchais à décrire des contenus. Puis des fois, je cherche à bien parler au niveau du choix des mots. Puis je suis comme mis en échec par l'esprit, puis ça me dit, ben là, t'as pas d'affaire à nécessairement à bien parler. Le but, c'est pas la forme, c'est la vibration que tu véhicules. Puis, tu sais, je suis comme contesté. Donc, parce que des fois, j'écoute des enregistrements là, avec des animateurs. Ici, on a la chaîne de Radio-Canada, de vulgarisation scientifique avec le beau parler, Radio-Canadien. Le parler en passant qui n'est pas parlé dans la rue. Puis à un moment donné, j'essaye de parler comme ça, puis je fais des efforts, ça me demande de l'énergie, c'est incroyable. Puis là, ça me dit intérieurement, ben t'as pas à faire ça. Puis finalement, les meilleurs enregistrements que je fais, je trouve à l'heure actuelle, c'est plus des enregistrements parce que je parle en québécois avec le joual. Fait que tant pis, si vous voulez que je vous dise, les Européens me comprennent pas. Des fois, je cherche à reformuler, mais ça va être un vocabulaire où ce que la puissance énergétique va être plus véhiculée à travers l'utilisation de termes comme hostie de tabarnak de calice, qui va chercher à véhiculer des énergies de contestation très fortes. La parole vibratoire, ça demeure que c'est ça. Puis ça change pas. Il y a une intransigeance. Tu sais, il y a quelques années, j'ai écouté des enregistrements de Bernard de Montréal avec la psychologie évolutionnaire, où ce qu'il parle plus en québécois, dans ce que les enregistrements qu'il faisait en solo, ou les enregistrements avec Bernard de Montréal au début des années 80, c'était plus avec un parler qui pouvait être transcrit de manière littéraire, avec des belles phrases, un vocabulaire très international. Tandis que le vocabulaire québécois, psychologie évolutionnaire, où il sac plus, il utilise plus des termes communs, familiers au Québec, plutôt qu'internationaux. Ben, la vibration de l'intégration de la conscience au quotidien est plus dans ces enregistrements-là. Et puis, c'est sûr que par rapport à ça, ce que j'ai à dire, ben, finalement, les enregistrements où quand que je me regarde rétroactivement, qui sont plus ajustés vibratoirement, c'est sûr ce que je parle en québécois, de manière commune, puis finalement, j'ai pas à faire d'efforts pour amener une forme plus belle au niveau esthétique, si ça amène une perte vibratoire. Donc, autrement dit, finalement, l'essence, c'est la vibration, c'est pas la forme. Puis s'il y a des gens qui sont capables de passer par-dessus la forme, qui sont en Europe pour écouter l'enregistrement, ben c'est bien correct, c'est tout. J'ai pas à faire plus d'efforts, parce que sans ça, je vais trop intellectualiser le discours avec un trop grand souci de la forme. Puis c'est sûr que au niveau de la parole en mode canalisation, en tout cas, en ce qui me concerne, ce que je vois, c'est que la spontanéité va être plus dans des termes familiers, c'est sûr. Puis des termes avec le joual québécois, donc le langage commun pratiqué ici, le dialecte local, un peu comme en Europe, si on pense en France, il y a les gens à Paris qui vont utiliser l'argot. Et donc, ou à Marseille, ils ont un accent qui va être chantant. Donc, vous me comprenez.
Donc, les différents endroits dans le monde ont différents accents. Puis ici, c'est l'accent québécois. Et j'ai comme pas le choix d'utiliser cette façon-là de parler. C'est comme mon destin. Et c'est sûr que par rapport à ça, tu sais, à un moment donné, j'écoutais une vidéo, si vous allez sur YouTube, elle est très populaire, elle s'appelle Solange. Solange te parle. Elle a vécu au Québec, de ce que je comprenais pendant plusieurs années. Et par la suite, elle était en Europe et elle parle un français européen là, à la perfection. Là. Donc, si vous l'écoutez parler, elle a un très beau parler international. Un peu comme, par exemple, si on écoute un film qui est traduit de l'américain en français international, bon, ben, moi, j'évalue son parler un peu comme ça. Puis, à un moment donné, j'étais envieux par rapport à sa manière de parler. Même chose par rapport au philosophe jovialiste André Moreau, qui est capable de parler avec une façon qui pourrait être transcrite littéralement, là, avec un vocabulaire français soutenu. Et ça me dit intérieurement, ben c'est pas de tes affaires. Occupe-toi de parler par rapport à ta vibration à toi, mêle-toi pas des affaires des autres. C'est ça qui m'amène à vous parler aujourd'hui aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la question de l'évolution, c'est sans fin. Un peu comme Chico Xavier, on peut tout le temps écrire des hosties de livres. Il y en a tout le temps des hosties de matériel à descendre. Même chose pour des capsules audio. Je pourrais en faire jusqu'à temps que je meure. Ma vie présente finisse. Puis même si ma vie serait finie, ici, je pourrais quand même continuer sur d'autres plans à canaliser du matériel. Pourquoi? Ben parce que l'esprit est infini à la différence de la forme du corps biologique qu'une vie qui est relative. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que dans le fond, ma vie est remplie de tensions. Puis quand on pense que ça va être fini, l'esprit peut chercher à amener évoluer l'individu tout le temps autrement. Tu sais, la personne, par exemple, a vu des problèmes de couple parce qu'elle n'est pas assez ajustée à son partenaire. Bon, ben la personne apprend, oui, était plus respectueuse par rapport au partenaire, donc la relation devient plus ajustée. Mais finalement, il y a un autre problème qui arrive. Fait que là, c'est l'ajustement avec le travail. Puis là, finalement, ben là, il y a un problème avec la famille. Fait que là, il faut que tu ajustes une relation avec un membre de la famille. Ensuite, il y a la crise sanitaire. Fait que là, il faut que tu ajustes ton rapport aux autres parce qu'il y en a qui ont très peur du virus. Fait que là, il faut que tu sois capable, dans les propos, de pas leur créer de choc inutile par rapport à ta façon de voir les choses en lien avec la gestion de la crise. Mais en même temps, pas non plus nourrir leur peur. Fait que là, tout ça, ça devient compliqué. C'est sûr que toutes ces oppositions-là amènent à développer de l'intelligence. Mais moi, en tant qu'égo, sur une situation terrestre comme la nôtre, qui est remplie de tensions, moi, c'est sûr que je veux avoir la paix. Et c'est sûr qu'en tant qu'égo, les gens peuvent dire, ben là, t'es astralisé parce que en voulant avoir la paix, des tensions, ça va te garder dans un état de forme de stagnation énergétique. Puis oui, je suis capable d'être transparent avec vous. Puis oui, en tant qu'individu, j'ai tendance à aimer la stagnation énergétique. C'est sûr que par rapport à ça, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Pas du tout. Par contre, c'est sûr que ça va à l'encontre d'une forme d'évolution. Mais en même temps, quand on cherche à initier une forme d'évolution, si on n'est pas un mouvement puis on n'est pas supporté par l'esprit, ça fonctionnera pas. Et là, c'est là que ça devient interdit parce que ça veut dire que c'est l'esprit qui décide. Dans le sens que, je vous donne un exemple concret. La personne, elle stagne, puis là, ça peut dire, ben là, tu devrais chercher du travail. Puis là, dans le fond, la personne, elle va continuer de stagner, puis ça veut dire, ben là, tu devrais continuer. Puis là, finalement, des restrictions financières, on augmente le coût du loyer, etc. Va créer une tension. Puis la forcer à passer à l'action. Fait que là, ça peut être ça. Puis à un moment donné, la personne, elle peut vouloir initier un mouvement de chercher du travail. Puis là, finalement, vu que ça vient de son ego, puis c'est pas le temps, ben là, elle peut envoyer 36 000 CV à des employeurs, puis ça fonctionne pas. Puis à un autre moment donné, ben ça dit intérieurement, c'est le temps. Puis là, elle va envoyer son CV, puis ça va fonctionner. C'est comme un trou d'un coup au golf. Tu sais, mais
c'est tout l'esprit qui décide du jeu. À un moment donné, je parlais avec Marc Delassalle en entrevue, puis il m'expliquait ça. C'est sûr qu'en tant qu'égo, ce volet-là, je voulais pas le voir. Parce que c'est très lourd, puis c'est très frustrant. Tu sais, c'est comme si ta vie est décidée en dehors de toi, puis toi, ce que tu as à faire, c'est de suivre les consignes, puis si tu résistes, tu vas avoir des oppositions, des chocs, pour t'amener à te conforter aux consignes. C'est un petit peu comme la personne qui se fait dire il y a à peu près 2 ans, tu devrais arrêter d'être propriétaire de bar parce qu'avec la crise qui s'installe, tu vas probablement faire faillite. Ça dit ça extérieurement puis intérieurement, puis la personne n'écoute pas, ben, ça se peut qu'elle se ramasse en faillite quelques années plus tard. Puis là, la personne va dire, ben là, je suis une pauvre victime de la vie, c'est pas de ma faute s'il y a une crise sanitaire qui a amené la fermeture de mon commerce, puis des réouvertures, puis faire le yo-yo en des moments de réouverture, fermeture, etc. Mais si ça y a dit que la programmation terrestre au niveau collectif, c'était la fermeture des bars, puis elle s'est pas ajustée, ben là, c'est ça le problème. Par contre, sur le plan humain, je connais un gars dans mon environnement depuis plusieurs années, propriétaire de bar, le gars très sympathique, j'ai déjà été plusieurs fois dans son bar, puis tu sais, souriant, puis tu sais, je le voyais un peu comme un bon vivant, puis finalement, c'est ça, il a fait faillite avec ses bars, puis c'est ça, je trouve ça plate pour lui, là, depuis environ 2 ans de crise. Par contre, ça, je l'avais perçu au début de la crise, que la façon que la crise serait gérée, ça a ramené ça. Et puis là, ça se concrétise. C'est sûr que quand on l'entend parler de, tant de milliers de bars, de restaurants ont fermé, puis c'est des statistiques impersonnelles, un peu comme les dommages collatéraux qu'on va parler dans une guerre, où on dit l'ennemi a subi des dommages collatéraux. Donc, c'est pas personnel, tu mets pas un visage dessus. Fait qu'à ce moment-là, entendre parler de ça, c'est comme moins pire. Mais là, quand que tu vois les répercussions humaines, d'ailleurs, une statistique, tu sais, au Québec, on dit, il y a tel nombre de commerces qui ont fait faillite, de propriétaires. Puis là, tu connais un individu personnellement, que ça fait, comme ce gars-là, ça devait faire au moins 10 ans. Je le connaissais. Ben, c'est une connaissance. Je le voyais pas personnellement, là, régulièrement, mais quand même. Là, je dis, c'est plate pour lui, tu sais. Mais c'est sûr que dire c'est plate pour lui, encore là, c'est mon ego qui réfléchit sa situation de vie. Là, ça me dit intérieurement, tu te mêles pas de tes affaires, occupe-toi d'abord de ta vie, puis il y a peut-être des raisons pour lesquelles il vit ça. Peut-être qu'il avait écouté un signal puis il l'a pas écouté, peut-être qu'il a pris trop de risques, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas de mes affaires, puis j'ai pas apporté de jugement dessus, parce que c'est pas ma vie. Moi, je vais m'occuper de ma vie, mais ce que je veux dire avec le temps, c'est que j'ai été exposé avec une forme d'instruction à travers les enregistrements de Bernard de Montréal, mes interactions avec Marc Delassalle sur plusieurs années. En tant qu'égo, cette instruction-là, puis je me répète, mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes d'entre nous, c'est que ça nous plaît pas. D'ailleurs, c'est sans doute pour laquelle cette instruction-là, en lien avec le supramental, a jamais percé les médias de masse. Oui, certains médias alternatifs, à travers l'émission d'Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn, qui une fois de temps en temps va présenter des extraits d'entrevues de Bernard de Montréal. Mais on n'a jamais vu parler de conscience supramentale ouvertement alors à TVA, Radio-Canada, le canal Savoir avec les universitaires ou d'autres canaux spécialisés comme Historia. Tu sais, ils ont fait une télésérie sur qui ont diffusé en fait, qui a été diffusée sur cette chaîne-là, c'est pas eux autres qui l'ont fait, mais nos ancêtres, les extraterrestres. Donc, on parle avec les théories de Van Daniken, là, que l'être humain est créé par des extraterrestres, qui crée une forme de fascination par rapport au phénomène ufologique. Ça, c'est véhiculé. Mais de parler que la pensée vient d'ailleurs, que l'individu est en relation avec une programmation, puis que c'est sous l'esprit, sa contrepartie cosmique, ça, non. Ça, là, c'est pas véhiculé dans les médias de masse. Sur le web, très peu de choses. Depuis le décès de Bernard de Montréal, Daniel Ménard, ensuite Marc Delassalle, la relève au niveau de la conscience supramentale, il y a presque rien. C'est presque nul en termes de diffusion présentement.
Puis, mais bon, il y a des périodes plus creuses dans l'histoire de l'humanité, d'autres plus actives. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont parler de conscience dans le futur d'une manière aussi vibrante. On verra bien. Moi, à quelque part, je m'en fous. C'est pas de mes affaires. J'ai, dans un sens, à m'occuper de ma vie prioritairement. Mais je suis obligé de reconnaître avec le temps la validité de l'instruction. Puis tout mouvement de ma part pour vouloir dévier de l'instruction supramentale ou en tant qu'ego aller chercher plus de pouvoir, mais en n'étant pas supporté par l'esprit, un peu à l'image d'un château de cartes, ça finit toujours par s'écrouler. Puis le constat que je fais par rapport à l'humanité, quand je regarde que ce soit des gens qui font faillite, des gens qui ont des problèmes de santé graves, tout ça c'est des raisons de programmation. Je regarde la vie des gens de mon environnement. J'ai présentement une grand-mère qui est âgée de 98 ans, est en CHSLD, donc en résidence de personnes âgées ici au Québec. Et puis elle a attrapé le fameux virus qu'on parle depuis environ 2 ans. Et ça me dit intérieurement, alors qu'elle avait le virus, puis elle avait une bonbonne oxygène avec des tuyaux qui la branchaient dans les nez, donc parce qu'elle avait de la difficulté à respirer. Donc ses poumons fonctionnaient mal. D'ailleurs, il a été diagnostiqué un cancer du poumon. Par contre, c'est sûr, on s'entend, rendu à 98 ans, la progression d'un cancer est plutôt lente, là. Les cellules se reproduisent moins rapidement que si la personne avait 20 ans. Donc ça, c'est pas pareil. Fait que c'est sûr qu'elle risque probablement de mourir d'autre chose que le cancer rendu à cet âge-là. Peut-être qu'elle va mourir d'un problème cardiaque ou d'une défaillance pulmonaire. Mais, dans le fond, c'est ça. Quand elle était positif au virus pendant plusieurs jours, par rapport à des tests, puis en étant en isolement, ça me dit qu'elle n'est pas décédée du virus. Puis en effet, elle a passé, après plusieurs jours avoir été atteinte, à travers, dans le sens qu'elle n'est plus atteinte. Puis là, j'ai pu la visiter en personne là, il y a quelques jours, alors que c'était pas possible ou possible, oui, mais il a fallu que je mette une espèce de scaphandre avec une combinaison en plastique, puis des gants, puis une espèce de visière aussi, parce qu'elle était considérée cas COVID. Donc, j'avais pas l'idée de m'habiller en espèce d'astronaute là, pour la rencontrer, là, tu sais. Ça n'aurait pas fait une rencontre très chaleureuse, surtout qu'elle a des difficultés importantes d'audition. Fait que c'est sûr qu'avec le masque, la visière, puis tout le décorum de plastique, avec la combinaison, elle aurait sans doute encore plus de difficultés à m'entendre. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'elle était vivante parce qu'elle a encore une fonction. Et ça, c'est un volet qui me met tout le temps en colère. C'est que nous sommes vivants parce qu'on représente une fonction dans la vie des individus. Donc elle, à la résidence où elle est en contact avec des préposés aux bénéficiaires, donc différentes personnes. Et ce qui fait qu'on est vivant, à quelque part, c'est en termes d'échange d'énergie qu'on peut avoir par rapport à des gens, puis sans qu'on s'en rende compte, des fois aussi procéder à des ajustements vibratoires. Et c'est la dynamique de l'échange qui garde l'individu en vie. Et c'est à travers la relation, puis l'échange, puis la fonction qu'il y a par rapport à l'existence de d'autres personnes qui fait qu'ils continuent à exister sur Terre. Donc, et ça, c'est une perspective très utilitariste qui me plaît pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça nous met dans une position d'être des serviteurs des plans de la lumière. Alors que moi, ce qui m'intéresse en tant qu'individu, c'est d'avoir la crise de paix des plans de la lumière, d'avoir la paix de l'esprit, puis pas servir à rien. C'est sûr que si je sers à rien, on va me dire, ben là, tu es dans un état de stagnation énergétique. Mais oui, mais j'ai bien besoin de me reposer à un moment donné, ou de jouir de la vie tout simplement. Mais l'histoire de la fonction, tu sais, c'est comme Chico Xavier, dans le fond, dans son cas, c'était de véhiculer à travers ses livres des informations aux vivants qui pouvaient être absorbées selon l'époque. Lui, il était dans les années 1900, là, essentiellement, là, aux années 50, 60, 70, puis en vieillissant, 80, etc. Mais il y avait une fonction de diffusion publique, puis il était amené à écrire des livres, il était manipulé dans ce sens-là. Et la manipulation,
en tant que l'événement qui nous fait nous sentir victimes va prendre fin lorsqu'on comprend l'intelligence, parce que, bon, ça change notre regard, parce que notre regard est plus astralisé par rapport à la nature de l'événement. Si on comprend l'intelligence de faire ce qu'on fait ou de subir les événements, ben à ce moment-là, on n'en est plus les victimes parce qu'on réalise l'utilité que ça a dans notre vie de la perspective de l'esprit. Tant qu'on n'intègre pas la perspective de l'esprit puis on la subit, on peut se sentir victime. Même chose si on est inconscient de l'existence de l'esprit. Et puis, quand on comprend l'existence de l'esprit puis sa fonction, c'est sûr que ça crée des chocs. C'est sûr qu'on peut y résister. Moindrement qu'on a de l'astral, on résiste à l'esprit. Moi, j'ai beaucoup de l'astral, fait que je résiste beaucoup. Sans doute au niveau des plans de la lumière, ils doivent me trouver tête de cochon, dans le sens entêté. Parce qu'à un moment donné, ils m'amènent dans un mouvement. Ensuite, je me fais astraliser, je défais le mouvement. Ensuite, ils me créent des chocs pour reprendre le droit chemin. Fait que là, je reprends le mouvement. Ensuite, je peux être récupéré par l'astral, et ainsi de suite. Je fais le yo-yo. Puis il y a plein de monde qui font le yo-yo, là, fait que j'ai pas de gêne à en parler, là, c'est rempli au niveau de l'humanité. Les gens vont dans des directions où ils sont pas constants dans les mouvements. D'avoir une constance dans un mouvement, ça demande beaucoup de centricité, de volonté. Puis de vivre la vie de l'esprit, est-ce que je trouve ça intéressant? La réponse c'est non. Puis est-ce que c'est quelque chose que en tant qu'ego, je souhaite à quelqu'un? La réponse c'est non. Donc, dans le passé, je souhaitais être conscient, puis je regardais, Bernard de Montréal est capable de savoir telle chose, Marc de la Salle aussi. À un moment donné, je pouvais être un peu envieux, puis à mesure que j'avance, je suis plus, parce que je réalise tout le lot de souffrance, puis le manque de liberté ou d'impression de liberté que ces gens vivent. Donc, quand l'illusion du voile du libre arbitre se défait progressivement, ben là, à ce moment-là, tu peux plus être envieux parce que tu réalises que la personne fait quelque chose en vertu d'une programmation. Puis il n'y a pas de mérite dans le sens que c'est pas parce que l'ego l'a choisi subjectivement, il n'y a qu'un désir, mais c'est parce que c'est imposé. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui lui est imposé une programmation où ce que la personne va devenir un athlète sportif, mais il y a des dards à la course. Bon, ben, lui, s'il fait juste suivre sa programmation, un peu comme quand on suit le courant, on est dans l'eau, on descend une rivière et on suit le courant en bateau. On suit le courant énergétique, c'est facile. On est sur le pilote automatique. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui écrit 400 livres. On parle de Chico Xavier, qui est un écrivain extrêmement prolifique. Dans un sens, c'est facile. Par contre, s'il vit une forme de possession, parce qu'il était question qu'il pouvait, dans le meilleur des cas, écrire un livre en 2 jours. Tu sais, écrire un livre complet. Je sais pas, il y avait combien de pages. J'ai remarqué le livre, puis c'était écrit à interligne simple ou double, mais disons que quelqu'un qui écrit un livre en 2 jours, c'est assez intense, là. Mais bon, tu sais, c'est sûr qu'il faut pas se comparer aux autres, parce que chaque personne a une programmation, puis la programmation de l'autre n'est pas la nôtre, puis ce qui est facile pour nous ne l'est pas nécessairement pour un autre, et vice-versa. Fait que la conscience amène à sortir de la comparaison. Puis moi-même, j'aime ramener à l'ordre, parce que des fois, je peux être envieux par rapport à la vie de certaines personnes, donc j'aimerais avoir la conscience de Bernard de Montréal, mais avoir le savoir technologique d'Elon Musk puis sa fortune, puis être capable de faire des projets. Mais en même temps, c'est pas de mes affaires. Puis des fois, ça me dit intérieurement que si j'avais, par exemple, l'intelligence technique de Nikola Tesla pour mettre en place de nouvelles technologies sur Terre, j'aurais peut-être pas la capacité de compter les oppositions que ça pouvait générer dans mon environnement, puis ça m'amènerait à sombrer dans un état de dépression. Fait que je suis peut-être mieux de savoir moins de choses, mais être capable de les contenir, de les assumer consciemment, que d'en savoir beaucoup, créer des chocs dans l'environnement, puis m'amener dans un état de dépression. Puis là, après ça, je vais regarder les événements, je vais dire, ben là, pourquoi Nikola Tesla, ça fait quand même plusieurs décennies, il a amené plein d'inventions, puis ça sort pas publiquement. Puis là, ça me répond intérieurement, c'est pas le temps. Mais là, je vais dire, ben écoutez, si on n'a pas accès à ces technologies-là présentement, on se dirige à une catastrophe environnementale parce qu'on utilise des gaz à effet de serre. Tu sais, tant qu'on n'a pas accès à la fameuse énergie libre dont parle Nikola Tesla, où on pourrait puiser de l'énergie qui est omniprésente un peu partout dans le cosmos. Tant qu'on n'a pas accès à ça, on utilise de l'énergie qui est pas renouvelable, du pétrole, du charbon.
Puis là, ça me répond, ben là, c'est pas le temps que vous ayez accès à ces énergies-là. Ben là, tu sais, c'est tout le temps des réponses intérieures qui vont me confronter. Puis là, finalement, ben ça défait certains de mes désirs. Puis là, c'est comme un jeu qui m'explique une forme de statu quo. Mais en même temps, c'est sûr que si un jour je suis mis en vibration pour parler de nouvelles technologies, ben j'aurai, si je suis à l'écoute de l'esprit, à suivre le mouvement. Des fois, on peut être mis en vibration de faire certaines choses, on les fait pas. Puis des fois, on est en vibration pour pas faire certaines choses, puis on les fait. C'est un petit peu comme la recherche d'emploi que je parlais tantôt. Quelqu'un peut être mis en vibration pour chercher du travail, puis il cherche du travail, ça fonctionne. La personne veut se trouver du travail, c'est pas le temps, puis elle n'est pas mis en vibration pour ça, ça fonctionne pas. Puis tout est marqué, hein. Quand que je regardais ma relation avec ma compagne, puis je l'étudie, ben première des choses, avant de rencontrer ma compagne, j'avais rencontré plusieurs femmes, ça fonctionnait pas. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un médium, puis le médium il a dit, je vais entrer en transe, je vais me connecter avec ton esprit, puis il a tout décrit. Il dit, tu vas rencontrer telle fille, ça va devenir ta compagne, puis il l'a tout décrit physiquement, j'ai pris en note. Moi, j'ai un tempérament sceptique, puis je l'ai noté dans mon journal personnel, la description de ma compagne. Donc, pour des raisons de confidentialité, je ne la partage pas. Là, les gens vont dire, ben là, c'est vrai, c'est ça, hein, il reste vague. Oui, mais je le sais pour moi. Je vous encourage la même chose pour vous, à regarder les indices significatifs de votre environnement, mais bref, par rapport à la couleur de ses yeux, par rapport à la couleur de ses cheveux, par rapport à sa grandeur, des détails physiques très spécifiques, là. Il a tout décrit ça. Moi, puis il était en état de transe, puis j'ai senti une vibration qui a passé, j'étais un peu ému aussi. J'ai tout pris en note ça sur papier, là, la description. Puis finalement, ben quelques semaines après, ben je l'ai rencontré. On était en relation pendant au-dessus de 10 ans. Puis à un moment donné, elle a initié la séparation. On a été séparés pendant à peu près 1 an et demi, puis elle est revenue. Fait que là, le message, c'est quoi? Ben, c'était la compagne qui était ajustée pour moi. Puis pendant là, 1 an et demi de temps, ben, j'ai pas refait de vie commune là, avec une compagne pendant une longue période. Puis finalement, c'était comme la forme était pas finie avec elle. Fait que, tu sais, j'ai vécu une longue période de temps avec elle. Ensuite, il y a eu la séparation. Ensuite, après 1 an et demi de temps, elle est revenue à la charge. J'ai repris avec elle. Puis elle m'avait été prédite par le médium. Donc, par rapport à sa description. Donc, ça aussi, là, quand dans l'équation. Fait que j'étais comme marqué pour être avec elle. Puis je suis toujours avec elle. Puis au fil du temps, notre relation aujourd'hui est très ajustée à comparer du début. C'est sûr qu'avec le recul, je suis capable d'admettre et être transparent avec vous qu'au début, je manquais beaucoup d'ajustements sur plusieurs points et j'étais très orgueilleux. C'est ça, il a fallu que je m'ajuste, puis tu sais, je suis capable de réaliser l'intelligence des ajustements que j'ai eu à faire avec le recul. Puis là, présentement, ça va bien, mais il ne faut rien prendre pour acquis. Tu sais, si les plans de la lumière décident que la relation saute demain matin, ben, ils vont créer des oppositions pour que ça prenne fin. Même chose pour la vie d'une existence d'un individu. Fait que là, quand tout est marqué, ben c'est le moment de la naissance, puis c'est le moment du décès aussi. Fait que là, moi, en tant qu'individu, puis en tant qu'ego, moi, mon souci, c'est d'être heureux, puis le souci de mon esprit, c'est que j'évolue. Fait que c'est comme 2 éléments qui sont pas tout le temps compatibles. Parce que tu peux faire certaines choses qui te rendent heureux puis qui t'amènent à évoluer. OK? Mais c'est pas tout le temps le cas. Tu sais, c'est un petit peu comme les intérêts et les habiletés. Tu peux être bon dans certaines choses, mais que tu n'aimes pas ça. Comme moi, je peux être très bon pour faire la comptabilité puis gérer un budget qui est très serré. Par contre, est-ce que ça me passionne? La réponse, c'est non. Est-ce que j'ai du plaisir à faire ça? Pas vraiment. Par contre, est-ce que ça peut être utile? Certainement. Mais en passant, je ne veux pas faire la comptabilité de personne, là, ça ne m'intéresse pas pour les autres. Là. Par rapport à ma propre personne, c'est assez pour moi. Mais, puis des fois aussi, c'est un peu un cercle vicieux. Je pensais à l'animateur radio québécois qui est décédé récemment, André Arthur. Bon, pour les gens en Europe, probablement que ça ne vous dira rien, mais ici, plus spécifiquement au Québec et plus particulièrement pour la ville de Québec, d'où j'origine, ça a été l'animateur vedette pendant plusieurs années.
Donc, la personne qui était écoutée principalement à la radio, donc un communicateur de droite, une façon particulière de parler. Et lui, il avait déjà déclaré, dans le cadre d'une émission, qu'il n'aimait pas le son de sa voix. Et là, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant à l'entendre dire ça, parce que, dans le fond, moi, ça faisait, je l'écoutais, puis le gars, il est talentueux, il a une voix qui est placée, qui est captivante, il a le sens de l'humour. Il est le numéro 1, donc c'est un des meilleurs animateurs québécois dans le domaine de la radio. Puis je l'enviais, puis moi, j'ai eu mon choc d'ajustement quand il a dit « Mais non, j'aime pas le son de ma voix. » Et j'ai été très surpris d'entendre ça. Tu sais, quelqu'un que ça fait plusieurs années que c'est l'animateur vedette d'une ville, me semble que si t'étais à sa place, t'aimerais entendre ta voix, là, tu sais. Ou t'aurais bon raison de t'aimer le son de ta voix. Tu sais, le gars, il a gagné sa vie essentiellement là, en faisant de la radio, en tout cas dans la première partie de sa vie. Après ça, il a travaillé comme conducteur de camion, puis de transport. Mais parce qu'il a créé beaucoup de chocs, il a été congédié de certains endroits par rapport à la tenue de ses propos, mais le public était fidèle et au rendez-vous. C'est parce que lui, il y a eu des gens qui ont voulu le poursuivre, qui ne l'aimaient pas. C'était un polémiste. Il y avait des opinions très tranchées sur différents sujets. Un gars plus de droite. Fait que c'est sûr que les gens qui sont en passant plus interventionnistes gouvernementaux ne l'aimaient pas. Lui, c'est la mentalité américaine libertarienne, c'est-à-dire moins de gouvernement qui fait interférence dans la vie des individus, mieux c'est. Donc, tu sais, un libertarien, là, plus un peu comme les gens qui vont voter pour le parti républicain plutôt que démocrate, là. Donc, c'est ça. C'est dans cette lignée-là qu'il parlait. Bon, sur le plan politique, je suis pas tout le temps d'accord avec ses propos, mais le point, c'est que lui-même qui a fait carrière, puis qui aurait toutes les raisons du monde d'aimer le son de sa voix, parce que c'est un animateur vedette, il l'aimait pas. Et ça m'a comme créé un choc d'entendre ça, alors que ça faisait plusieurs années que je l'écoutais, puis j'étais un petit peu envieux de son talent de communicateur. Et en réalisant ça, ben, ça m'a amené à réaliser que finalement, la personne peut avoir une compétence pour la communication, mais sans aimer le son de sa voix ou sans... Ben lui, il aimait ça communiquer, là, quand même, là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'esprit peut nous amener à développer certaines potentialités, mais sans que ça fasse 100% l'affaire de l'ego. Comme le son de sa voix faisait pas l'affaire de son ego qui se réfléchissait. Mais vibratoirement, pour passer une vibration, lui, il a créé des chocs avec sa parole. Dans certains cas, oui, il y a eu du positif, ça a permis d'ajuster des individus, d'énoncer des abus gouvernementaux, des dépenses folles qui ont été faites par rapport à différents ministères au Québec. Donc, ça crée une forme d'opposition créative à un certain niveau. Dans certains cas, les propos, je trouvais que c'était de la diffamation, des attaques personnelles au sein des individus. Il aimait beaucoup faire des caricatures verbales et c'était un homme extrêmement moqueur. Donc, il y avait un humour où il se moquait des gens, puis ben c'est sûr qu'il faisait des attaques personnelles. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, bon, des fois, il s'acharnait par rapport à certaines personnes pour s'en moquer, pour rire. Donc, c'était pas tout le temps ajusté. André Arthur, c'était pas un saint, là. Mais c'est ça, il a eu sa fonction par rapport à la Société de la Ville de Québec, où il a œuvré là, essentiellement. Et un peu comme Chico Xavier qui a eu sa fonction au Brésil, donc d'amener les gens à développer un peu plus de conscience à un certain point. Avec une forme d'enseignement. C'est sûr que lui, il avait une couleur très spirituelle. Où Bernard de Montréal lui a sa fonction par rapport au peuple québécois, puis les gens au sein de l'humanité et de la francophonie qui se conscientisent. Une chose pour Marc de la Salle. Mais tout ça pour vous dire que la vie, lorsqu'on l'étudie occultement, c'est très frustrant pour l'ego qui a moindrement des désirs. Parce que tout est marqué, puis on est manipulé, puis on est amené en certaines directions. Puis c'est comme les Borg qui vont dire
toute tentative de résistance est inutile parce que vous allez être assimilé. C'est un petit peu comme l'esprit qui, à travers la fusion, assimile l'individu, et toute résistance, c'est pas l'englobement d'un collectif comme le collectif Borg, là, avec l'assimilation technologique. Ça, on pourrait faire le parallèle avec l'assimilation du citoyen en tant que cyborg en relation avec tout le réseau électronique et informatique de l'Internet, là, puis l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'on cherche à englober l'être humain dans le cyberespace de plus en plus, puis que la personne devienne un cyborg avec des implants, voire plus sous la peau. Puis avec toute sa connectivité avec les réseaux sociaux, l'ordinateur, et ainsi de suite. Mais l'esprit cherche à assimiler l'individu dans le sens à altérer le taux vibratoire de l'ego, puis que l'ego devienne l'esprit, qu'il y a une unification entre les deux dans ce sens-là. Et que toute résistance est fortuite, ici, c'est dans le sens que l'ego peut dire non, je changerai pas. Fait que là, l'esprit, OK, il manipule l'individu autrement, puis oui, tu vas changer. Puis là, l'ego va dire non, je changerai pas. Puis il résiste, puis il devient boqué, entêté. Puis là, puis l'esprit dit non, tu vas changer. Fait que là, finalement, l'esprit manipule l'ego, puis l'esprit a toujours raison. Fait que je suis obligé de vous dire que l'esprit finit toujours par ses fins. Donc, pour ce qui est du scénario et de l'humanité, toute l'humanité va être ajustée avec le temps. Ou les âmes qui sont vraiment pas capables de s'ajuster à l'esprit, ben, elles seront désintégrées dans le cosmos et leur énergie sera retournée à l'énergie indifférentielle cosmique. Et il y a des lois d'énergie qui sont implacables. Et il n'y a rien à faire. Quelqu'un pourrait bénir pendant 20 ans, prier pendant 30 ans, ou méditer pendant 40 ans, ou faire la visualisation créatrice et hypnotique pendant 50 ans, en s'auto-hypnotisant, puis ça ne changera rien. C'est des lois de l'esprit. C'est ainsi. Il y a comme une fatalité aussi. Tu sais, c'est comme quand on regarde les choses, à un moment donné, là, il y a un mouvement qui va se faire au niveau mondial pour amener une plus grande rareté, pénurie de biens, puis la fermeture de certains commerces, des gens qui ont une forme d'indépendance, comme des entrepreneurs. Donc, c'est comme marqué. Tu sais, la personne, elle peut être entrepreneur, puis ça peut dire, ben là, tu serais peut-être mieux de diminuer tes activités, voire fermer ton entreprise. La personne va dire, oh non, ça va bien aller, puis elle va faire un dessin avec l'arc-en-ciel, là, comme on a vu au Québec au début de la crise. Elle va mettre ça dans ses fenêtres de son commerce, dans l'optique de voir à travers ça son avenir se réaliser, tu sais, un petit peu comme un rituel où on met des images de Jésus un peu partout dans la maison pour que ça aille bien, ou que la maison soit protégée avec la statue. Ben, comme ma grand-mère, 98 ans, chez elle avait la statue de Jésus pour que le lieu soit protégé. On peut faire un petit rituel en disant « ça va bien aller », puis mettre des images avec des arcs-en-ciel dans les fenêtres de la maison. Puis finalement, ça dit intérieurement « non, ça ira pas bien, puis c'est le temps de vendre ton commerce. » La personne « non, ça va se redresser probablement dans 3 mois. » Puis la personne va dire non, ça peut dire intérieurement en fait à la personne non, ça ira pas mieux dans les prochains mois, puis blablabla. Puis la personne va dire bon, on verra. Puis c'est ça, c'est que la personne va dire ben là, c'est probablement la dernière vague. Puis là finalement, il y a une autre vague. Puis il y a une autre vague. Finalement, le commerce il est fermé pendant plusieurs mois, puis là ça devient plus rentable, puis la personne est amenée à la faillite. Fait que c'est comme une loi d'énergie implacable. Si la personne a vécu ça se peut que la personne ait un commerce, puis ça va dire intérieurement, bon, c'est juste une période passagère de 2-3 mois, puis après ça, tu vas reprendre, tu vas voir, ça va fonctionner, tu vas reprendre tes activités. Et puis là, la personne, ça peut dire aussi intérieurement que le temps de son bar, c'est fini, parce qu'il faut que les gens aient l'essentiel, puis l'essentiel, ben, c'est pas de passer à la soirée, puis boire de l'alcool. Fait que là, si l'esprit ou les esprits jugent que l'essentiel, c'est que la personne fasse d'autres choses que d'aller écouter des groupes de musique dans les bars ou boire de l'alcool. L'essentiel, c'est qu'elle utilise son argent pour se nourrir, ou elle passe plus de temps en famille malgré elle, confinée chez elle, parce que ça crée plus d'ajustements vibratoires à ce niveau-là, ben, ils vont créer un contexte propice à ça.
Dans certains cas, ils peuvent trouver qu'une personne est pas assez isolée, fait qu'ils créent un scénario de confinement où elle est seule pendant plusieurs jours. Puis dans un autre contraire, la personne a plus un tempérament de moine. Dans une vie intérieure, elle était une moine spirituelle. Puis la personne cherche à être en paix toute seule chez elle. Puis finalement, elle crée des situations, des événements qui la forcent à sortir de chez elle, puis sortir de sa coquille. Je donne un exemple concret. Bon, il y a une méga crise avec un virus, fait que ça force des individus à être confinés. Puis l'autre personne qui aime être confinée, elle souffre pas de la situation. Par contre, ils vont créer une situation de crise du logement au Québec où le loyer va passer du simple au double. Du simple au double au fil des... je caricature, mais va augmenter beaucoup. Tu sais, le logement qui vaut 600$ qui est rendu à 1000 ou 1600 ou 1200$, alors qu'il valait à peine 600$ il y a quelques années à cause de l'inflation, ben là, la personne qui aimait être seule va dire, ouais, peut-être qu'il va falloir que je prenne un colocataire, là. Donc, ça le ramène vers du relationnel si la personne l'évite, puis l'autre qui est tout le temps dans le relationnel puis pas assez à l'écoute de sa voix intérieure, ben, on va le mettre en isolement, puis la personne va attraper 3 ou 4 fois pendant la même année le virus, puis il va falloir qu'elle s'isole d'une manière préventive à chaque fois pendant 5 ou 10 jours. Fait que dans certains cas, il y en a un qui est pas assez à l'écoute de sa voix intérieure, puis on va l'isoler à travers des événements adverses. L'autre, la personne est chez elle dans son confort, mais elle n'est pas écoute en réalité de sa voix intérieure, elle écoute l'astral en elle, puis elle écoute de la musique douce sur les petits anges, puis des mantras, puis de la prière, puis des conférences spirituelles où ce que les gens sont beaux, puis qu'il y a des guides qui les aiment. Si la personne est déconnectée du réel, elle a eu un choc de réel qui va la confronter à la nature pratique de la vie, comme dans ce cas-ci, l'augmentation fulgurante du coût du loyer. Ou de l'habitation. Il y a des maisons au Québec qui valaient 400 000, qui là aujourd'hui valent 500 000 en quelques mois. Donc, il y a une augmentation galopante des prix. Fait que là, ça amène les gens terre à terre, puis aller à fonctionner avec des priorités d'intégration dans la matière. Bref, je vais arrêter là l'enregistrement parce que je pourrais passer toutes les prochaines heures encore à parler. C'est un discours sans fin qui s'opère en moi sur des considérations sur plein d'éléments, mais l'essentiel qui était le thème de l'enregistrement, c'était d'explorer la manipulation des plans. Puis tout ça pour vous dire, c'est que tant que l'être humain est vivant sur la Terre, de ma compréhension des choses, il est manipulé. Est-ce que l'être humain peut manipuler ses manipulateurs, que ce soit des entités astrales ou mentales? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est facile de le faire? La réponse, c'est non. Comment qu'on peut les influencer? Ben, c'est d'entrer dans la contestation. Mais on peut être manipulé pour montrer dans une vibration de contestation parce que ça fait partie de notre programmation. Je m'explique. Quelqu'un qui souffre beaucoup de l'astralité peut être amené à ce point-là par l'esprit qui laisse une situation se dégrader pour que la personne, en contestant l'astralité, monte en puissance et intègre davantage l'esprit. Donc, l'esprit crée le problème. Ensuite, l'individu veut la solution qui vient de l'esprit. Puis la solution se présente à lui qui est de monter en vibration pour s'opposer à l'élément qui est derrière le problème. Puis là, ça l'amène à changer de taux vibratoire puis à sortir de l'astral. Problème, réaction, solution. Il n'y a pas juste les gens qui conspirent contre l'humanité qui peuvent utiliser cette tactique-là, l'esprit aussi. Donc, l'esprit nous manipule constamment, tant aussi longtemps qu'on n'est pas totalement ajusté avec lui. Moi, c'est la façon que je comprends les choses, que je vois ma vie, puis qu'avec le temps, je prends rien pour acquis. Comme j'avais échangé avec quelqu'un récemment par Facebook, puis ce que je disais, en fait, c'est que l'avenir, on n'a pas à réfléchir que l'avenir d'une manière optimiste ou pessimiste. De toute façon, c'est pas en fonction de qu'est-ce qu'on croit qui va être dans l'avenir, que ça va être quelque chose de positif ou négatif, de beau, de laid, qui va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Donc, on n'a pas à croire les visions de l'avenir qui sont présentées, puis la spéculation, dans un certain sens, est vaine parce que ça se passe jamais comme on le pense. Tout bouge tout le temps. Puis la réalité qu'on peut percevoir à un moment donné peut changer. Oui, par des grandes lignes, parce que tantôt, je parlais de la voyance par rapport à ma compagne. Donc ça, c'est comme une grande ligne de programmation auquel
le médium avait eu accès, puis il m'avait décrit ma compagne, puis oui, ça s'est actualisé. Il y a certaines grandes lignes qui sont là. Par contre, est-ce que l'ego contrôle le timing, le moment que ça va se réaliser, ou le fait que je me suis séparé d'elle puis je suis revenu? Pas du tout. C'est elle qui, à un moment donné, a décidé par elle-même de revenir vers moi. J'étais même surpris, là, à peu près un an après un an et demi après la séparation. Fait que c'est ainsi. Donc, c'est ce qui va clore cet enregistrement portant sur la manipulation des plans. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.